Bonsoir à tous, nous sommes le vendredi 28 octobre, bienvenue dans ce nouveau numéro du 7-8 Hebdo, une émission pour revenir sur l'actualité de la semaine. Voici les titres. Nouvelle vie pour le quartier du Routoir à Guyancourt, les aménagements ont démarré il y a déjà 10 ans. Logements, groupes scolaires ou espaces verts doivent permettre de créer une nouvelle dynamique. La fin des travaux est prévue pour 2018. Jean-Marie Tétard, député de la 9e circonscription des Yvelines et maire de Houdan, est notre invité fil rouge pour cette émission. Nous parlerons avec lui des chiffres du chômage en baisse ce mois-ci alors que son territoire connaît le taux de chômage le plus faible de France. Dans le reste de l'actualité, nous reviendrons sur la colère des policiers qui se sont rassemblés devant le palais de justice de Versailles ou le soutien scolaire qui se développe dans l'agglomération à travers notamment Internet. Je vous le disais dans les titres, l'aménagement du quartier du Routoir à Guyancourt se poursuit. Le maire de la ville, François Deligné, et les équipes d'Eiffage en charge de l'aménagement du quartier sont revenus ce jeudi lors d'une présentation sur la construction des nouveaux équipements et la diversité des infrastructures. Le reportage de Nicolas Dandré. Résidence de tourisme, 200 logements, nouveaux locaux pour le groupe scolaire Jean Lursa. C'est le visage actuel du quartier du Pont du Routoir à Guyancourt. Depuis 2006, l'entreprise Eiffage travaille sur l'aménagement de ce terrain en développant différentes infrastructures. Il fallait que le projet soit adapté aux besoins de la ville de Guyancourt. Et c'est vrai que nous n'avons pas cherché à valoriser à outrance ce foncier par créer les escalopes de logement sur ce site, mais effectivement en respectant les choix de la municipalité, et donc d'arriver à conserver notamment de l'activité. De l'activité sera créée avec une clinique de rééducation de 200 lits. Sa livraison est prévue pour la fin de l'année 2016 avec à la clé environ 150 emplois. Pour la ville, ce qui était très important, c'était d'arriver à faire comprendre qu'on avait une vision, qu'on voulait des équilibres. Et après, évidemment, il a fallu créer avec Eiffage les conditions. Ça s'est fait par des échanges de terrain et ça s'est fait surtout dans le respect des exigences de la ville en termes d'aménagement. Cet été, 2 permis de construire ont été déposés pour la création d'une résidence intergénérationnelle. La réalisation d'un espace commun au sein de cette résidence et surtout donc la venue d'un opérateur, d'une association qui s'appelle Réciprocité, qui permet effectivement de fédérer autour même donc d'un animateur au départ l'ensemble des habitants de cet nouvel espace pour arriver à trouver des activités communes, de retrouver du lien social. La livraison de ce projet devrait intervenir courant 2018 pour conclure plus de 10 ans de réaménagement sur le quartier du Pont du Routoir à Guyancourt. Et pour évoquer à présent l'actualité de la semaine, Jean-Marie Tétard, député maire des Yvelines, nous a rejoint sur le plateau. Bonsoir. Bonsoir. On va débuter avec vous à propos des chiffres du chômage, fortement en baisse ce mois-ci, au mois de septembre plutôt, moins 2,2% sur le département des Yvelines, moins 1,9% sur l'ensemble de la France, des chiffres et des baisses que l'on n'avait pas vues depuis des mois, voire des années. Est-ce qu'on peut dire que François Hollande et son gouvernement concrètement sont en train de gagner la bataille du chômage à quelques mois des élections présidentielles? Est-ce que vous diriez ça aussi? Malheureusement, il y a un vieux dicton qui dit qu'une hirondelle ne fait pas le printemps. Et donc, pour l'instant, on sait déjà qu'on a un certain nombre de dérèglements saisonniers avec François Hollande. Noël était au printemps avec des tas d'annonces de nouveaux financements à payer plus tard. Là, on a une bonne nouvelle sur le chômage. Je me réjouis pour ceux qui peuvent profiter de nouveaux emplois, même si je pense qu'il y a aussi à analyser les statistiques de classement dans les différentes catégories. Oui, parce qu'il y a différentes catégories. Il y a Catégorie différentes A, c'est ceux qui ne travaillent pas du tout dans le mois. Après, il y a B, C, D. On va prendre ça comme une bonne nouvelle, à confirmer. Mais de toute manière, j'ai un slogan, moi, qui m'interroge dans la vie, c'est de dire que souvent, on doit laisser en sortant les choses comme elles étaient en entrant. Et ce n'est pas parce qu'il y aurait une petite inversion de la courbe que nous pourrions être satisfaits, donner un satisfecit à François Hollande, parce qu'il y a quand même 600 000 ou 700 000 chômeurs de plus depuis qu'il est arrivé. D'ailleurs, un sondage au Doxa paru ce vendredi 28 octobre indique que 8 Français sur 10 ne croient pas à l'inversion du chômage. Ça vous étonne de voir que, alors que ces chiffres sont impressionnants tout de même, moins 1,9% sur un mois, de ne pas croire à un début d'inversion de chômage? Oui, mais je veux voir comment on a classé les chômeurs dans les différentes catégories. Et puis, 1,9 ou 6, etc., à 6 mois ou 7 mois de l'élection à venir. La ficelle est un peu Après, grosse, non, non, c'est pas ça. C'est que moi, je considère qu'il y a 700 000 encore chômeurs depuis 2012. C'est cela qui m'intéresse. Donc on ne peut pas se réjouir tout de suite, mais éventuellement quand... C'est un bon signe, pendant 6 c'est un bon mois, signe, c'est un bon signe, mais à confirmer.
Alors Jean-Marie Tétart, vous êtes sur ce plateau parce que vous êtes aussi le député maire du territoire qui a le taux de chômage le plus faible de France. Alors on parle du pays oudanais, mais j'ai bien compris que ce n'était pas le terme exact, mais en tout cas la ville de Houdan en fait partie. Sur ce territoire-là, 4,8% de personnes sont sans emploi. C'est le taux de chômage le plus France. Est-ce que c'est le plus bas de France? Est-ce que cette réputation est exagérée selon vous ou alors elle est méritée? Bon, alors, c'est forcément mérité puisque c'est une statistique exacte sur les mêmes bases De l'INSEE, sur quelque chose qui s'appelle une zone d'emploi qui comprend environ 20 communes qui vont de Houdan jusqu'à Jouarre-Pontchartrain en prenant Méret en passant. Donc c'est une statistique sur un territoire bien défini sur lequel sont comparés les taux de chômage d'année en année. Ça fait plusieurs années que ce bassin d'emploi a le meilleur taux de chômage de France. Alors là-dedans, il y a un mauvais élève, c'est Houdan, qui a un taux de chômage plus important. Alors, plus important, mais qui reste raisonnable. Oui, mais 8%. Oui, mais il faut qu'on s'explique là-dessus. Alors, je dirais, quand on m'interroge sur est-ce qu'il y a un miracle? Non, il n'y a pas de miracle. Il y a une situation favorable. La situation favorable peut s'expliquer comment? On est dans un axe le long de la RN12 et le long d'une voie ferrée qui va à Montparnasse. Donc cette zone d'emploi telle que je viens de la décrire a une possibilité d'accès facile à des emplois sur l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, sur Paris, sur la région parisienne. Ça, c'est un premier point. Donc vous faites preuve d'humilité finalement, vous dites que ce n'est pas les décisions politiques qui ont je vous donne des facteurs favorables d'emblée. Ensuite, il y a le dynamisme de cette région et particulièrement du pays oudanais. Je crois que depuis un certain nombre d'années, nous avons une stratégie qui conduit aujourd'hui le territoire de Houdan, le territoire communal de Houdan, à avoir un taux d'emploi de 1,7, qui est, je crois, le plus haut des Yvelines avec Vélizy. Alors qu'est-ce que ça veut dire un taux d'emploi de 1,7 concrètement pour ceux qui... C'est très simple, ça veut dire que sur le territoire géographique de Houdan, nous avons 1,7 emplois pour un actif du territoire. On a plus d'emplois que d'actifs. Que d'actifs du territoire, c'est-à-dire que nous sommes excédentaires et que donc des personnes qui n'habitent pas Houdan peuvent effectivement venir travailler à Houdan. Donc deux choses. Une situation favorable, je vous l'ai expliqué, d'accès au territoire du bassin d'emploi important qui est la région parisienne. Deuxièmement, de l'emploi local pour que petit à petit, on ne puisse plus être simplement dans une situation de domicile-travail. Donc création d'emplois sur place. L'exemple de Houdan est là. Et ensuite, pour que cet emploi subsiste dans le temps, il faut en fait le faire reposer sur 3 piliers. Un pilier qui est l'emploi public. Celui-là, il ne se délocalise pas. L'hôpital local, les maisons de retraite, les maisons d'adaptation du handicap, etc. Ce sont des emplois qui ne se délocalisent pas. Il faut un emploi industriel. Ce sont nos zones d'activité que depuis 20 ans, nous avons développé en ayant un objectif, ne pas consommer trop de terres agricoles. C'est difficile? Non, c'est important. Ça veut dire qu'il faut se donner un objectif d'emploi à l'hectare. On sait qu'on n'aura pas les densités d'emploi de la défense. On nous interdira de construire très haut. Mais par contre, nous nous sommes donné un objectif d'emploi à Houdan et dans le pays oudanais d'environ 35 à 40 emplois à l'hectare. Ce qui veut dire que nous n'avons pas des industriels de la logistique avec des grands espaces vides. Alors concrètement, vous favorisez les PME, les TPE, et puis les commerces locaux. Alors ça, c'est le troisième pilier, les commerces locaux. C'est-à-dire que nous défendons effectivement un centre-ville avec des commerces de proximité. Je en compte à Houdan 120. 120 pour la ville de Houdan ou pour la communauté de communes Non, pour la ville de Houdan. Pour la ville de Houdan seulement. Et cela, c'est une bagarre de tous les jours. Donc en fait, ces emplois aussi sont aussi créateurs, c'est-à-dire le centre-ville de Houdan, le centre commercial centre-ville de Houdan est aussi créateur d'emplois avec des zones commerciales qui le retournent. Expliquez-nous comment on maintient 120 commerces locaux dans une ville comme Houdan, alors qu'on sait que c'est une problématique importante aujourd'hui en France, et même ici à Saint-Quentin, il y a des communes qui s'inquiètent de voir leur commerce fermé. Quelle est votre formule magique à vous? Il n'y a pas de formule. Pour les commerces locaux. Alors, je crois qu'il faut une volonté, un partenariat et une volonté. Il faut protéger les commerces locaux, ça prend différentes dimensions. Ça va effectivement de la contrainte. La contrainte, par exemple, un commerce de détail à Houdan ne peut pas se transformer en logement ou en bureau. Les commerces de détail ne peuvent pas être pris par une banque. C'est dans notre PLU. C'est aussi éviter de grandes zones commerciales autour. Il faut effectivement une complémentarité entre les commerces du centre-ville et des commerces de type zone commerciale. Mais en gros, Houdan... Malgré l'appât du gain, qui peut parfois être alléchant d'avoir une grosse zone commerciale, ça fait aussi rentrer de l'argent dans les caisses d'une mairie, d'une communauté de communes. Il faut avoir la fiscalité humble. C'est-à-dire qu'effectivement, il ne faut pas oublier Vous jouez sur ce levier-là aussi, du coup, la fiscalité. Oui, la fiscalité pour attirer des industriels, par exemple, c'est une fiscalité faible. Nous sommes encore à des taux à un chiffre. Et quand ils sont à 2 chiffres, ils sont plutôt inférieurs à 12 en taux. Et donc, nous sommes à la moitié des taux que l'on peut trouver ailleurs. Ce sont des ventes de terrain possédées par la communauté de communes. Je crois que pour avoir une vraie politique, il faut posséder les terrains qui sont à des prix de type 45 € à 50 € le mètre carré. Mais c'est aussi pour le commerce
éviter les grandes zones commerciales, ce que nous faisons. C'est aussi, finalement, comme je l'ai dit, protéger les mutations. Et puis, ça sera aussi de l'animation. Alors, moi je voulais savoir, ce qui se passe chez vous, toutes ces mesures que vous mettez en place, que vous portez au sein de votre communauté de communes et de votre ville, est-ce que selon vous on peut le copier-coller sur toutes les agglomérations partout en France, ou alors à chaque territoire ses problématiques et ses solutions? À chaque territoire, ses problématiques et ses solutions, mais il aurait fallu que les problématiques et les solutions soient analysées plus tôt quelquefois, parce que dans certaines situations de ville, il est trop tard. Il sera trop tard. Et je milite aussi pour qu'il n'y ait pas une surenchère des zones commerciales. Dans quelques années, je crois que nous trouverons des friches commerciales comme nous avons trouvé des friches industrielles. Puis je crois qu'on peut inventer, dans les villes comme celle de Houdan, demain peut-être qu'il faut qu'il y ait un drive du commerce de Houdan. C'est-à-dire un drive du commerce et de Houdan, pourquoi qu'est-ce que pas? c'est ça? Ça veut dire qu'un endroit où les gens viendraient chercher leurs courses, où parce que les clients auraient commandé par Internet dans les boutiques, et que toutes les boutiques auraient regroupé leur... D'accord. Ça veut dire qu'il faut être imaginatif aussi, et que pour cela, il faut un bon partenaire avec une association de commerçants. Donc c'est aussi un des éléments. Un mot maintenant, rapidement, pour terminer ce volet-là économique, et la croissance au troisième trimestre en France, plus 0,2%, on l'a appris aujourd'hui ce matin, c'est peu, évidemment. Le gouvernement reconnaît lui-même qu'il ne va probablement pas tenir son objectif de 1,5% de croissance. Ça fait des années que la croissance patine en France, même sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Est-ce que c'est pas finalement, faut arrêter de rêver? Est-ce que c'est pas un leurre d'imaginer une croissance à nouveau en France de 3 ou 4% et qu'il faut s'habituer à une croissance aussi molle? Sur les politiques aujourd'hui, que ce soit notamment dans cette course à la présidentielle, ils disent toujours moi je vais aller chercher la croissance. Mais est-ce que c'est pas un leurre aujourd'hui d'aller chercher la croissance comme avant? Je pense d'abord, pour finir sur le chômage, qu'on ne peut pas se réjouir effectivement qu'on attire des entreprises à Houdan. Parce que finalement, j'aimerais bien plutôt qu'on ait plein d'entreprises qui se créent dans toute la France. Donc l'opportunité d'un territoire, le fait d'arriver à en prendre à d'autres territoires, ce n'est pas un but en soi. Tant mieux pour mon territoire, mais ce n'est pas un but en soi. Sur la croissance, je crois qu'effectivement, il ne faut plus rêver. On aura des croissances différentes. Il va falloir organiser une croissance qui produit plus d'emplois. Et notamment, je reviens au taux d'emploi. Il faut développer dans les territoires des emplois peu qualifiés. On ne peut pas avoir de bons taux d'emploi avec uniquement des start-up et des clusters. Il faut avoir aussi des emplois pour des non qualifiés. Lorsque, dans le territoire houdanais, nous avons un abattoir avec 120 personnes peu qualifiées, quand dans les services de type hôpitaux, il y a des agents hospitaliers qui font les toilettes, etc., c'est une nécessité pour qu'il y ait un taux d'emploi qui soit bon. Donc il va falloir avoir une croissance, on va imaginer plus raisonnable, plus productive d'emploi, et surtout en utilisant mieux l'argent de cette croissance. Alors, l'actualité cette semaine a été marquée également par la colère des policiers qui continuent de manifester dans certaines villes de France. Mardi, des rassemblements étaient organisés devant les palais de justice. C'était le cas notamment à Versailles. Je vous propose d'écouter à ce propos le représentant départemental du syndicat UNSA. Le rassemblement d'aujourd'hui, c'est pour qu'il y ait une conscience qui soit prise au niveau du pouvoir judiciaire. Nous demandons une application plus ferme des lois et des peines qui encourent les individus qui seraient auteurs de violences à l'encontre des personnes dépositaires de l'autorité publique comme les policiers. Quand des peines sont prononcées à l'encontre d'auteurs de violences contre les policiers, nous estimons que les peines sont trop faibles pour que ce soit significatif et empêcher les récidives. Il faut que ce soit des peines qui puissent être dissuasives. Alors la colère des policiers, ça fait maintenant plusieurs semaines qu'elle s'exprime après l'agression dans l'Essonne de 4 agents municipaux au cocktail Molotov. Quel regard vous portez sur cette colère qui s'exprime plutôt durement d'ailleurs, hein, avec des propos assez durs envers la justice, l'État, le sentiment d'abandon? Est-ce que vous partagez ce point de vue? Oui. Oui, et je constate d'abord qu'il faut quand même, pour qu'une corporation comme les policiers, puisse quitter son droit de réserve auquel elle est tenue, il faut quand même des éléments très graves. Il faut à la fois une accumulation de frustration et de sentiments de ne pas être bien considéré, et quelque chose qui l'étincelle qui met le feu aux poudres. Et l'étincelle, c'était Viry-Châtillon. Quand vous parlez d'accumulation, ça veut dire que ça remonte avant 2012. Mais bien sûr, ça remonte à très longtemps. C'est à la fois du manque de matériel, etc. À toutes les époques, quand il y a eu des plans d'équipement de matériel, ils ont toujours été en retard sur le besoin, donc on ne fait que rattraper. Et puis, c'est les locaux.
J'ai vu combien de temps il a fallu pour qu'il y ait un commissariat de police flambant neuf aux Mureaux. Il a fallu que mon prédécesseur Henri Cuq s'en occupe, que le maire des Mureaux s'en occupe, pour qu'enfin, il y a un an, non, cette année, il a été inauguré peu avant l'assassinat du commissaire des Mureaux. Donc, oui, il y a toujours un retard. Mais cette accumulation de retard, cette corporation est fantastique. Elle est prête à travailler dans des locaux qui n'étaient pas bons, à être avec des bagnoles qui ne sont pas capables de rattraper un voleur qui, lui, est en moto. Ça, c'était encore acceptable par les policiers. Mais ce qui ne l'est plus, c'est qu'on les mette en danger délibérément. C'est-à-dire qu'on soit dans la tentative d'homicide volontaire, comme on l'a vu à Viry-Châtillon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la justice ne protège plus assez Qu'on ne les protège plus. Et les fonctionnaires. que lorsque, par l'efficacité de leur travail, ils arrêtent des délinquants, ils les voient ressortir pour recommencer les mêmes choses et qu'ils ont donc l'impression que leur mission, pour laquelle ils donnent tout un savoir-faire, une énergie, le résultat n'est pas au bout. Non pas de leur faute, mais par simplement l'organisation du système pénal et judiciaire. Alors le gouvernement a annoncé plusieurs mesures cette semaine et notamment le déblocage d'une enveloppe de 250 millions d'euros. Le gouvernement dit aussi qu'il va réouvrir les discussions autour de la légitime défense. Oui. Vous saluez ces décisions? Je salue les 250 millions. Mais qui viennent trop tard. Attendez, est-ce que quelque part, même si chaque gouvernement a pris du retard, est-ce que quand même Charlie Hebdo n'est pas un élément qui aurait pu être déclencheur de cette prise de conscience qu'il fallait vraiment rattraper un retard s'il existait et donner tous les équipements qu'il fallait et effectivement éviter aux policiers de faire des tâches inutiles de type garde statique dans des hôpitaux, etc., faire le planton. Est-ce qu'on ne pouvait pas prendre conscience de cela plus tôt? Aujourd'hui, 250 millions, c'est encore un cadeau. Est-ce que c'est Noël encore ou est-ce que ça sera tenu? Parce qu'il n'y a plus que 6 mois. Je crois qu'il faut effectivement que ça soit tenu, mais je pense qu'aujourd'hui, le symbole, c'est effectivement faire que la prise en charge judiciaire et pénale de ceux que les policiers arrêtent soit effective et que d'autre part, effectivement, on transforme à l'égal de ce qui est pour la gendarmerie le droit de légitime défense, même s'il est reconnu que dans le cas de Viry-Châtillon, les policiers agressés ou leur entourage auraient pu faire état de leurs âmes. Mais je crois qu'il faut que les policiers municipaux soient capables de réagir le mieux possible vis-à-vis d'attentats à leur vie. Vous l'avez évoqué aussi, les missions indues aux policiers nationaux, il y en a peut-être trop. Aujourd'hui, est-ce que le but, c'est aussi, est-ce qu'une bonne idée serait de renforcer le rôle de la police municipale dans certaines missions? Oui, bien sûr, c'est complémentaire. Il faudra je ne vais pas dire que la police municipale n'a pas à être formée. Elle a certainement à être formée des tâches dont elle n'avait pas la responsabilité. C'est-à-dire que si on fait évoluer son statut et ses responsabilités, il faut la former parce que ça ne s'improvise pas. Donc ça, je suis d'accord là-dessus. Il faut aussi que quelque part, on spécialise peut-être les policiers, qu'on ait une vraie chaîne de valeur autour finalement de la lutte contre le terrorisme. Ça demande un savoir-faire qui va d'un travail depuis le juge jusqu'aux policiers, etc. C'est une chaîne de valeurs, de compétences qu'il va falloir remettre en place pour traiter efficacement les choses. En attendant, oui, la police municipale doit avoir un rôle renforcé, mais avec les formations progressives qui sont nécessaires. Justement, à 50 en Yvelines, il y a la ville de Voisins-le-Bretonneux qui va renforcer les équipements de ses policiers municipaux. La maire de la ville a annoncé il y a quelques jours l'arrivée prochaine de pistolets à impulsion électrique, aussi appelés taser. Reportage. Objectif, assurer leur sécurité. Les 5 agents et bientôt 6 de la police municipale de Voisins-le-Bretonneux vont recevoir d'ici quelques mois une formation pour l'usage de pistolets à impulsion électrique. Un équipement en plus pour répondre également aux nouvelles menaces depuis les attentats. Par exemple, je demande à mes policiers de faire des fouilles aux entrées des établissements publics lorsqu'il y a une manifestation. Aujourd'hui, quelque part, ils sont assez démunis s'ils devaient être attaqués dans ce contexte-là, par exemple. Comme ils portent l'uniforme, c'est vrai que ce sont des cibles potentielles. Dans l'opposition municipale, les avis divergent quant à l'armement des agents. Si à gauche, Jean H estime que la démarche va trop loin, à droite, en revanche, les tasers sont jugés insuffisants. Un nouveau débat que refuse Alexandra Rosetti. Ce qui me gêne beaucoup dans les raisonnements d'aujourd'hui, c'est qu'on a le sentiment qu'on attend beaucoup plus d'eux, de missions qui ne sont pas les leurs, pour lesquelles ils ne sont pas formés. On a une police nationale pour ça, on a des unités spéciales et je pense qu'il y a une grosse confusion en ce moment, une espèce de confusion des genres. L'arrivée des pistolets à impulsion électrique ne devrait pas être officielle avant fin 2017. L'installation de 15 nouvelles caméras de vidéosurveillance est également prévue.
Jean-Marie Tétart, c'est une question qui revient de plus en plus dans le débat. Faut-il armer les policiers municipaux? La ville d'Elancourt, par exemple, va le faire. Ce n'est pas le cas de voisin, là, puisque ce n'est pas une arme létale, le taser, mais est-ce qu'il faut armer les policiers municipaux? Vous êtes pour, vous? Je dis oui. Tout dépend de la taille de la commune. Tout dépend aussi de la période de formation. Tout dépend des effectifs de police. Je crois que, donc il ne faut pas dire oui dans n'importe quel contexte. Non, il faut que ce soit une adhésion entre les services politiques de la mairie et les services de police. Il faut qu'on prenne le temps, il faut qu'on définisse toutes les conditions. Je crois que ça ne s'improvise pas et que si des communes ne veulent pas le faire, qu'elles ne le fassent pas. Politique à présent, avec les déplacements des candidats à la primaire qui se multiplient dans les Yvelines. En début de semaine, Bruno Le Maire était à Saint-Germain-en-Laye. Le candidat du Renouveau, comme il aime s'appeler, a développé quelques grandes lignes de son programme. Reportage sur des images d'Yvelines Première. Nous allons arriver au sommet, quelles que soient les difficultés, parce que les Français veulent le renouvellement de la vie politique. Faire preuve de renouveau, Bruno Le Maire veut garder le cap et répète son message à l'envi depuis des semaines. Un slogan et une marque de fabrique également scandé hier par l'ancien ministre de l'Agriculture en meeting à Saint-Germain-en-Laye et qui semble ravir ses futurs électeurs à la primaire. C'est déjà ce qui me pousse à aller vers Bruno Le Maire, puisque j'exclus voter pour quelqu'un qui n'a pas un casier judiciaire vierge. J'exclus de voter pour les sortants, puisqu'ils ont un bilan. Le fait de porter une certaine éthique, pour moi, c'est très important. Un certain dynamisme, une jeunesse et l'envie de nouveau. Éducation, sécurité ou encore économie, le candidat à la primaire a développé une partie de son programme devant plusieurs dizaines de ses partisans. Lui qui reste optimiste malgré des sondages qui le placent loin derrière encore les ténors du parti. Beaucoup de gens me disent, voilà, on voterait bien pour vous, mais on veut avoir l'assurance que Nicolas Sarkozy soit battu, donc on va voter pour Alain Juppé. Je trouve que ce n'est pas une bonne motivation pour son vote. On doit voter pour un projet et pour une personne qui porte ce projet, pas contre un homme ou contre une personne. Ce deuxième déplacement dans les Yvelines en l'espace de quelques mois a permis également aux députés de l'Eure de mesurer ses soutiens dans le département. On a aujourd'hui environ 1200 militants sur le département, ce qui fait une force de mobilisation importante. Et on a aujourd'hui à peu près 120-130 élus locaux qui nous ont rejoints, un certain nombre de maires, Laurent Brosse, Philippe Benassaïa, Bernard Grouchko, plusieurs conseillers départementaux et régionaux. Et donc on a une vraie force politique et populaire qui permet de porter notre candidat. Prochain grand oral pour Bruno Le Maire, jeudi 3 novembre, date du deuxième débat de la primaire. Vous, Jean-Marie Tétart, vous êtes un soutien fervent de Jean-François Copé dans cette campagne des primaires. C'est plutôt rare dans le département des Yvelines. Pourquoi vous soutenez Jean-François Copé? Je crois que j'ai adhéré, lorsque c'était le moment, à toutes les idées de Jean-François Copé sur la nécessité de reformer une droite décomplexée. Il y avait dans l'énoncé de cette droite décomplexée un certain nombre de vérités qui paraissaient audacieuses ou déplacées à l'époque et qui aujourd'hui sont choses courantes dans les paroles de tous les candidats à cette présidentielle. Vous pensez à quelle vérité? Sur l'immigration, ce qu'il dit, sur la sécurité, sur la l'immigration, laïcité, sur le caractère régalien, sur le fait que la droite ne doit pas avoir de complexe de dire qu'effectivement il y a un certain nombre de difficultés de mettre des mots sur les mots. Bref, il énonçait un certain nombre de vérités qui étaient... dont on se gossait, dont on disait que ce n'était pas convenable. En fait, depuis, tout ça est devenu très convenable. Et moi, je préfère effectivement soutenir à un moment donné ceux qui ont eu le courage à un moment donné de lancer ces idées. Soutenir Jean-François Copé, même s'il est crédité encore, malgré un bon premier débat de l'avis des spécialistes, toujours crédité de 1 ou 2% d'intention de vote. Vous pensez qu'il va gagner concrètement la primaire de la droite et du centre ? Je suis député, j'aime ma fonction de député et je ne me prononce pas pour la primaire ou pour un soutien en fonction d'une promesse d'être ministre demain ou d'avoir je ne sais quel rôle. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'adhérer à des idées, de soutenir l'évolution de ces idées. Et si Jean-François Copé ne gagne pas la primaire, il jouera de toute manière un rôle par rapport à son socle de valeurs et ce qu'il dit maintenant sur on ne recule plus. Et moi, je veux que, effectivement, cette formule « on ne recule plus » puisse perdurer et devenir une des valeurs du prochain président, quel qu'il soit. Ça allait être justement ma question. Est-ce que vous pensez que le soir du 27 novembre, toute votre famille politique saura se ranger derrière le candidat de la primaire, malgré les guerres parfois très importantes qu'il y a eu entre, par exemple, Nicolas Sarkozy, Jean-François Copé, Fillon-Sarkozy, Fillon-Copé, Juppé-Sarkozy. C'est quand même un ton assez dur dans cette primaire. Vous pensez que le 27 novembre, tout ça sera oublié ?
Nous avons la chance d'avoir un plateau de 7 candidats à la primaire qui sont toutes d'excellentes valeurs, qui ont des statures d'hommes d'État ou de femmes d'État et qui savent prendre leurs responsabilités le moment venu. Le soir du 28, ils sauront prendre leurs responsabilités, c'est-à-dire être derrière le vainqueur. Après, je me méfie un peu plus des écuries ou des ultras. Je veux dire, c'est un peu comme au foot. Les champions... Qui sont les ultras et les écuries? Les écuries, ce sont ceux qui sont les plus près et qui se voient un avenir. Et les ultras sont quelquefois les militants de base qui sont tellement déçus de tout le temps qu'ils mettent à soutenir un candidat. Je crois qu'effectivement, le rôle des candidats à la primaire, le soir de la primaire, sera d'assumer leurs responsabilités. Je sais qu'ils le feront et de dire à leurs troupes, on va ensemble. Une dernière question, oui ou non, Jean-Marie Tétart, est-ce que vous souhaitez être candidat de nouveau à l'élection législative sur votre circonscription? Oui ou non? Oui, d'une part. D'autre part, j'ai reçu l'investiture du comité national de mon parti et je pense que les candidats qui seront élus le soir du 28 novembre ne remettront pas en cause, ils remettront à la marge en cause certaines candidatures. C'est la fin de ce 7-8 hebdo. Merci Jean-Marie Tétart de nous avoir accompagnés pendant cette demi-heure. Je rappelle que vous êtes député de la 9e circonscription des Yvelines et maire de Houdan. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Bon week-end à tous et à la semaine prochaine.